Merci à votre fidélité d'écoute à FM Liberté, la première radio de la diaspora africaine, et également à votre média AfroWeb TV. Merci à vous tous qui êtes connectés en ce moment. Bienvenue encore une fois dans cette dernière partie de votre émission Avis de la diaspora, dans laquelle nous recevons Madame Mabel Magori et Monsieur Classio Koutoglo, que nous tous deux également résidents à la diaspora, que nous recevons par duplex. Et dernière partie qui sera très chaude avec des questions aussi précises. Et aujourd'hui, on voit qu'avec l'arrestation de Jean-Paul Omolou, l'association des Togolais du Canada, ils ont fait sortir un communiqué, et plusieurs de ces associations-là qui font sortir des communiqués. Est-ce que nous sommes à l'heure du discours? On a vu également Dr Agbeome faire une sortie sur les réseaux sociaux. Et peu sont ces personnes, peu sont ces politiques qui ont fait également des sorties. Sommes-nous à l'heure des discours? Et que devons-nous faire en cet instant pour que Jean-Paul Omolou, pour participer à la libération de Jean-Paul Omolou? Monsieur Classio. La diaspora est devenue inutile dans la lutte togolaise, à moins qu'on se ressaisit très vite. Le RPT Unir, avec les gangsters que moi je connais très bien, ont su introduire dans la diaspora des éléments qui leur disent, attestent que nous n'avons rien pour inquiéter le RPT Unir au pouvoir. Je dis, je le répète et je signe en mon nom. Vous pouvez le remarquer à travers les phénomènes qui ont précédé le choix de la candidature de Monseigneur Podro, à travers la candidature de la FMI, à travers la candidature de la divinité, à travers tout cela. Aujourd'hui, la diaspora est inactive. Et le RPT Unir est dans un sillage beaucoup plus dans la continuité de sa logique. C'est-à-dire terroriser la diaspora et puis ensuite avoir le boulevard devant lui et briguer le 5e mandat. Il n'y a pas plus que ça. Et sur ce chemin, je vais vous le dire très clair, les scénarios commencent par tomber. C'est pour faire que la diaspora puisse résigner, c'est-à-dire se décourager, et puis ensuite ne plus prendre la lutte au sérieux, puisqu'on nous a amenés sur le plan de la politique virtuelle. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous pouvez remarquer l'arrestation de Omolou, Jean-Paul, que moi je connais, en tant qu'activiste au niveau de la diaspora. Est-ce que vous pouvez analyser les sorties médiatiques, les sorties même devant les ambassades et autres? Vous pouvez compter le nombre de personnes. Cela veut dire que le RPT nous a réduits à néant. Si nous ne nous recevons pas et que nous prenons effectivement ce qu'on appelle l'unicité de la diaspora que nous avons inventé avec le fonds commun de la diaspora au centre, et que nous prenons les gens dans des niveaux d'information que certains appellent pyramides pour inquiéter la diaspora, pour inquiéter le RPT Unir, vous allez voir qu'on va les prendre un à un. Ceux-là qui vont essayer certaines choses et qui n'ont pas les moyens de leur déplacement ou de leur politique, ils seront pris, pas moi. Le RPT Unir, le jour où vous apprenez que le RPT Unir, ou bien Jibé Bahara, ou bien Fort me prend, c'est aux États-Unis. Monsieur Classio, le RPT n'existe plus, on parle maintenant d'unir. Alors, nous avons également un auditeur en ligne, Maître Alain qui revient. Maître Alain, bonjour.
Oui, bonjour. J'étais arrivé avant son salam alek. Je profite pour cette deuxième intervention de saluer les deux intervenants et notre ami et collègue, confrère Classio Koutoglo et Mabel. Eh bien, la question ou bien la problématique qui est sur la table est bien claire. Que fait l'opposition pour sortir Jean-Paul Omolou du pétrin dans lequel il se trouve? Alors, j'ai suivi l'intervention de mon confrère Classio qui disait que cette opposition n'existe plus sur le terrain. Et l'opposition n'a plus l'emprise qu'elle avait sur le terrain. Et il rejette la responsabilité de cette libération sur la diaspora. Alors, et sa position a été très claire. Hein? Je respecte sa position. Maintenant, du côté de Mabel, moi je m'attendais que Mabel, au lieu de rentrer dans une sorte de défense par rapport à ce que Classio a dit, j'attendais que Mabel nous dise plutôt, d'abord s'approprie la question au niveau de la DMK pour nous dire quelle est la démarche entreprise par la DMK. La démarche entreprise par la DMK pour sortir Jean-Paul Omolou d'affaires. Surtout que Jean-Paul est un ambassadeur du gouvernement en exil de M. Agbeyome Kodjo, présumé ou bien autoproclamé président et vainqueur des élections de février 2020. Alors, moi, je croyais qu'avec un gouvernement en exil, et toutes ces personnes qui ont été portées comme responsables de la DMK ou bien membres du gouvernement de l'exil, moi personnellement, je m'attendais à ce que ce gouvernement en exil, bien avant même l'arrestation de Omolou, moi je me suis toujours attendu à ce que ce gouvernement en exil crée une sorte de crise diplomatique qui allait obliger le pouvoir à renégocier l'issue du scrutin de 2020. Mais tout ce que j'ai vu, c'est que notre grand frère, que je respecte beaucoup, M. Agbeyome Kodjo, a été vu décerner des prix par-ci par-là. Mais moi, je m'attendais à ce qu'il y ait une certaine crise diplomatique qui soit créée par ce gouvernement en exil. Et je n'ai pas vu ça. Et maintenant qu'un élément majeur de ce gouvernement en exil est en prison, qu'on nous dise, commence à nous dire au moins quelle est la démarche de la DMK pour libérer Jean-Paul Omolou. Mais avant de partir, je voudrais revenir aussi pour faire une nuance à notre frère Classio Koutoglo, que lui-même, il sait très bien que le scrutin tel que il a été délibéré, les résultats sont tirés. Et quand il a commencé à parler ici, il a dit qu'au Togo, les députés ne sont pas élus, on les nomme. Donc tout à fait, même les résultats qu'on donne aux présidentielles, on sait que ce sont des résultats qui sont pipés. Alors ces résultats ne reflètent pas la réalité du terrain. Il y a des partis traditionnels qui ont encore leur emprise sur le terrain. Maintenant, il va falloir que les partis qui sont sur le terrain aussi se démocratisent un temps soit peu. J'ai fait cet appel moi-même vis-à-vis de l'ANC. Je leur ai dit, pendant que votre premier responsable soit devenu un maire ou bien une autorité municipale qui est une autorité déconcentrée du pouvoir central, il va falloir préparer
en vain à l'endroit de ce parti, mais c'est comme si, bon, ils ont une autre stratégie, et moi je ne suis même pas membre du parti, je ne peux rien leur imposer. Mais je veux dire que les partis traditionnels tels qu'ils sont sur le terrain, ils ont encore leur emprise. C'est vrai que dans la politique togolaise, nous faisons trop un peu ce qu'on appelle l'apologie des leaders, ou bien le culte de la personnalité qu'on dit. Ça nous joue beaucoup de tours. Sans quoi, les partis qui ont un certain ancrage dans le pays, ils maîtrisent toujours cet ancrage-là, et on peut remobiliser l'opposition si notre opposition commence par comprendre que cette lutte, on ne peut pas la mener en rang dispersé. Et on a tenté plusieurs fronts par le passé, ça n'a pas marché. Et Edison, Thomas Edison, pour fabriquer l'ampoule, il a essayé 1000 possibilités qui n'ont pas marché. Il a échoué 1000 fois avant de trouver l'ampoule qui nous éclaire aujourd'hui. Donc, toutes les faiblesses du passé, tous les échecs du passé doivent être plutôt des éclaireurs pour cette opposition pour rebondir. Merci, Maître Alain. Pour le temps. Merci, Maître Alain, de nous avoir appelés. Il y a aussi un autre auditeur en ligne. Auditeur, bonjour. Bonjour. Allez-y. Merci de m'accepter dans votre émission. Donc, je suis Léandre Apom. J'ai écouté les intervenants. Je les félicite pour la richesse des propos qu'ils ont tenus par rapport aux questions. Et la dernière question me plaît d'un titre et surtout l'intervention de Maître Alain qui pose la question de savoir quel est le rôle, en tout cas quelle action la dynamique Monseigneur Kodjo mène afin de libérer un de ses membres influents, Jean-Paul Oumolo. Je crois que si nous suivons tous l'histoire politique du Togo, nous devrions tous normalement être étonnés que jamais dans l'histoire électorale au Togo, un candidat sorti gagnant de ces élections n'ait été autant traqué, subi de l'embâtiment, poursuivi comme le candidat de la dynamique, Monseigneur Kodjo. Il ne s'est jamais produit ce cas-là au Togo. Donc les Togolais devraient comprendre à quel point ce régime ne veut pas sentir ce regroupement de partis politiques et de leaders qu'on appelle PMK. Normalement, les Togolais devraient comprendre ça parce que qui des candidats depuis les années 90 jusqu'à ce jour subit les tribulations que le candidat de la dynamique est en train de subir? Personne, aucun candidat, à part lui. Cela prouve, comme Mabel avait dit, ceux qui font mal au régime, c'est eux qui subissent des traitements inhumains et dégradants et qui sont obligés de rentrer en exil. Il ne s'est jamais produit au Togo la formation d'un gouvernement en exil. C'est la première fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce homme qu'on appelle Agbeyome, avec le patriarche de la nation, Monseigneur Kodjo, ils se disent que ça suffit. Voilà pourquoi ils continuent, même en exil, des actions pour apporter l'alternance. Pour concrétiser l'alternance qui a été déjà confirmée le 22 février par le peuple. Alors, qu'est-ce que la dynamique Monseigneur Kodjo fait pour la libération de Jean-Paul? C'est une question, je respecte très bien Maître Alain qui me connaît, que je connais très bien, oui. Mais c'est une question qui ne devrait pas se poser, parce que ce n'est pas le régime qui a envoyé les avocats, Maître Amétan et Maître Afan Bédi, pour défendre la cause de Jean-Pierre et Jean-Paul Oumolo. C'est bien la dynamique Monseigneur Kodjo qui le fait. Et toutes les tractations, les mobilisations de fonds qui se font, c'est la dynamique Monseigneur Kodjo qui le fait. Et la constitution d'un collectif d'avocats nationaux et internationaux qui est en cours avec un avocat suisse et un avocat français qui vont bientôt débarquer.
et le groupe des avocats au Togo, qui travaille déjà, ce n'est pas sorti ex nihilo. C'est le travail que la dynamique est en train de faire. Donc, normalement, ça ne devrait pas être une question, puisque Jean-Paul Oumoulou est l'ambassadeur plénipotentiaire du Togo auprès des autorités helvétiques. Donc, tout le travail qui se fait, ce sont les autorités et les responsables de la dynamique Monseigneur Quadro qui le font. Voilà la précision que je voulais apporter et la réponse au frère Alain et réajuster en disant que la dynamique Monseigneur Quadro continue, vaille que vaille, malgré les attaques, malgré les arrestations, parce que Jean-Paul Oumoulou n'est pas le premier à être arrêté. Il y a Mme Adjamako qui a été arrêtée, il y a d'autres leaders de la DMK qui ont été arrêtés en pleine circulation à Lomé, il y a le président qui est en exil, il y a Monseigneur Quadro qui est en exil, et voyez, donc, vous devriez le comprendre, que nous sommes pourchassés parce que nous travaillons et nous luttons pour la cause du peuple et non pour la cause d'une opposition qui a échoué depuis très longtemps. Je vous dis merci. Merci de nous avoir appelés, merci de nous appeler de temps à autre pour contribuer également à cette émission. Alors, Mabel se sent interpellée à travers donc cette intervention de Maître Alain également. J'ai beaucoup de questions également pour vous, Madame Mabel Magori. Et aujourd'hui, les têtes d'affiche, toutes les têtes d'affiche sont à la diaspora, sinon à l'exil. Les ministres de Dr Agboumé à l'exil, les ambassadeurs à l'exil ou en prison, bon, à Jean-Paul Oumoulou à quelque part de la prison. Et aujourd'hui, à part les avocats qui peuvent défendre Jean-Paul Oumoulou, quelle est la lecture que vous faites? Comment réagit la DMK? Quelle est la stratégie mise en place par la DMK pour protéger ces ministres, ces ambassadeurs, et puisque la plupart, presque 70%, sont dans un cas exceptionnel et face à la loi. Madame Mabel, votre réaction? Merci de m'avoir posé cette question. Je m'y attendais depuis et tu ne m'as jamais donné l'honneur de me poser cette question. Ah oui, je vous la pose aujourd'hui. Oui, c'est pour ça que je suis surexcitée. D'abord, ce qui se passe au Togo n'est jamais arrivé. Qu'un candidat continue par réclamer la victoire d'une élection présidentielle. Et Dr Agboumé Kodjo a mis en place un gouvernement qu'on appelle gouvernement de combat parce que l'alternance a été obtenue le 22 février 2020. Maintenant, il faut concrétiser cette alternance. Ça veut dire quoi? Ramener le gouvernement de combat au Togo. Parce que comme tu l'as dit, la place du gouvernement de combat, c'est au Togo. La stratégie qu'utilise la DMK, je ne peux pas vous parler de toutes les stratégies parce qu'aucun gouvernement ne vient sur une télé, que ce soit privé, public ou international, pour étaler ce qu'ils font en coulisses. Mais il y a déjà des stratégies que tu connais. Nous avons posé des demandes devant la cour de la CEDEAO, nous avons attaqué l'ONU, nous avons fait des manifestations et nous faisons beaucoup de choses pour pouvoir concrétiser l'alternance. Le docteur Agboumé Kodjo a promis l'alternance aux Togolais et il travaille jour et nuit. Il n'a pas encore concédé. Quand je dis concédé, il n'a pas encore fait ce que d'autres candidats ont fait dans le passé en se disant c'est fini, je ne réclame plus ma victoire, je suis prêt à travailler avec le régime pour des postes. On a vu des candidats faire ça. Ils se disent, oh, bon, on est parti au dialogue, le dialogue n'a pas marché, je vais être député, je vais être maire, je vais être élu locaux et c'est fini, en oubliant qu'il y a eu des Togolais qui se sont sacrifiés. Il y a eu des femmes qui ont eu 200 francs CFA, qui ont pris Zémidjan avec 200 francs CFA pour aller voter pour l'alternance, pour aller voter pour toi, des gens qui ont cru en toi. Dr Agboumé Kodjo travaille toujours, nuitamment, tous les jours, pour pouvoir concrétiser l'alternance politique au Togo. Il n'a pas encore abandonné, donc la lutte continue. Là, je vous rappelle. Et secondo, quand vous parlez des gens de la DMK qui sont traqués, oui,
Au Togo, on parle d'une dictature. Quand on dit dictature, ça veut dire qu'ils ne veulent pas partir. Donc, s'ils nous traquent, c'est parce que nous, on veut qu'ils partent. C'est pour ça qu'ils nous traquent. Nous, on crie toujours victoire, on crie toujours qu'on a gagné. On sait taper là où le bas plaît. C'est pour ça qu'ils nous traquent. Parce qu'il y a eu des candidats qui ont gagné, qui n'ont pas été traqués. Parce que ces candidats, après quelques instants, ont abandonné, ont pris des postes et ils ont préféré vivre leur vie que de concrétiser le rêve des Togolais. Nous, on nous traque parce que nous voulons toujours concrétiser ce rêve. Nous voulons toujours apporter l'alternance à la population togolaise. Nous voulons changer la vie des Togolais. Il y a comme moi sur les réseaux sociaux en train de dénoncer les inégalités sociales et économiques tout le temps pour que les Togolais puissent comprendre que ce n'est pas normal que dans un pays, on a des gens qui travaillent dans le gouvernement, qui sont payés avec l'argent de vos taxes, au fait. Ils ne sont pas supérieurs à vous, ils sont payés avec l'argent de vos taxes. Ils sont censés vous servir, mais aujourd'hui, ils sont devenus les maîtres et vous êtes devenus des esclaves. Et ça éclaircit, parce que, comme je l'ai dit, j'ai eu des vidéos qui ont été attaquées par d'autres institutions qui se disent institutions indépendantes. Ça veut dire que ça marche, ça frappe. Ça veut dire que la DMK travaille toujours. Quand on dit travaille toujours, ce n'est pas seulement moi. Il y a les gens comme Jean-Paul Omolou qui ont dénoncé, qui se sont battus sur les réseaux sociaux, dans tes émissions, dans d'autres émissions, pour éclairer la population togolaise. N'est-ce pas pour dire que lorsque Jean-Paul Omolou est nommé ambassadeur, risque de faire maintenant la prison? Et pour vous qui êtes nommé par exemple ministre de Dr Agbeome Kodjo, avez-vous l'ambition donc de devenir en réalité une ministre au Togo? D'abord, je ne suis pas ministre de Dr Agbeome Kodjo. Il n'y a pas de ministre de personne. Je suis ministre d'un État et l'État, c'est le Togo. Oui, pourquoi? Parce que j'ai... Ce Dr Agbeome Kodjo n'est pas pour le moment président au Togo, et puis il y a également à votre poste, là où vous êtes supposé être, une autre personne qui exerce ses fonctions à l'heure où nous parlons. C'est ta position. Toi, tu penses que Dr Agbeome Kodjo n'est pas... Tu es le Togolais qui le pense, et au Togo, on est 8,2 millions de personnes, dont presque 2 500 000 dans la diaspora. Et toi, ce que tu dis par toi-même en disant que Dr Agbeome n'est pas encore président, moi je ne le pense pas, je suis ministre, je ne suis pas la seule ministre. C'est un fait, Madame Magloire. Pour le moment, pour s'adresser à un président au Togo, on s'adresse à son Excellence Forest Zimna Nyansimbe, on ne s'adresse pas à Dr Agbeome qui est en exil. Et puis, il n'est pas aussi sur le terrain pour qu'on s'adresse à lui. C'est pourquoi on dit qu'il n'est pas pour le moment président au Togo, même si c'est pas pour dire, quand on dit président légitime et illégitime, c'est pas ça qui vous cause, par exemple, des problèmes, pour vous mettre dans des problèmes? Il y a légitimité et il y a légalité. Aujourd'hui, la légalité est détenue par le RPT Unir. Eux-mêmes, ils disent ça parce qu'aujourd'hui, ils ont l'armée, parce que c'est l'armée qu'ils ont utilisée pour encercler la maison du docteur Agbeome. Donc, ils ont l'armée, ils ont cette légalité. Quand tu vas aujourd'hui, tu veux faire ta nationalité, tu vas aujourd'hui, c'est toujours le gouvernement de Fort qui a cette légalité de te délivrer cette nationalité, de te délivrer cette carte d'identité. Mais quand on dit légitimité, celui qui a gagné les élections de 2020, c'est le docteur Agbeome Kodjo. Mais comme ceux qui ont l'armée ont utilisé l'armée pour le chasser du territoire national, il a préféré fuir. Et ce qui est une très bonne idée pour continuer le combat. Parce que Mort, il ne peut plus continuer ce combat. Il ne peut plus tenir sa promesse qu'il a faite aux Togolais de leur ramener l'alternance. Il ne peut que combattre Faure Gnassingbé étant vivant. Donc, on ramène l'alternance en étant en exil. Continuer le combat. On va revenir sur ce sujet avec vous, Madame Magloire. Nous avons un auditeur en ligne. Auditeur, bonjour, bonsoir. Oui, bonsoir. Allez-y donc, Monsieur Adolphe. Oui, j'ai des questions à vos invités là. La première question, parce que les gens, quand on a arrêté notre frère, on se pose des questions. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que si on insulte, on peut arrêter pour ça? Et tout en oubliant ces interrogations que je voudrais adresser à vos deux invités. Est-ce qu'on a deux présidents ou un État?
deux premiers ministres, deux chefs de gouvernement ou un État. La seconde question qui doit suivre, que je les invite, surtout ma belle, à répondre. Pourquoi ceux qui sont sur le terrain de la guerre, à savoir Mme Adiamagou, M. Philbert Apiso, Gérard Adja et autres là, ne sont pas dans le gouvernement que Aguilera a formé. Pourquoi ils ne sont pas? Est-ce qu'il peut répondre à ces deux interrogations? Merci. Merci à vous de nous avoir appelés. Madame Mabel, vous avez toujours encore la parole et on va se permettre de vous donner encore 3 minutes pour répondre rapidement à cette question de l'internaute et du téléspectateur. Allez-y. D'accord. Le président même en exercice, Dr Aguiome, le président qui a gagné les élections de 2020, Dr Aguiome Kodjo, a été poussé à l'exil. Madame Adiamagbo a fait la prison parce qu'elle a rencontré des ambassadeurs. Et Philbert Atisso est traqué nuit et jour. Son institution, son organisation est toujours dans les mires du régime RPT UNIR. En leur donnant un poste dans le gouvernement de combat, ne pense-t-il pas que nous sommes en train de les exposer à une mort certaine? Même le prélat, ils ont essayé de l'intimider. Un vieux de 93 ans, qui va intimider un vieux de 93 ans? Parce qu'il réclame juste la légitimité des urnes. Il a dû fuir, notamment le Togo. Donc, nous, on n'expose pas les gens pour les exposer. On est des politiciens. Donc, on ne peut pas non plus exposer Jean-Paul Omolo parce qu'on veut l'exposer. Jean-Paul Omolo a été attrapé sur le sol togolais, on ne le refuse pas. Et nous avons déjà mis une stratégie en marche. La même stratégie que nous avons mis en marche pour Mme Adiamagbo et son confrère qui a été kidnappé aussi sur le sol togolais. Nous avons mis cette stratégie en marche pour Jean-Paul Omolo. Nous, on n'abandonne pas un soldat. Quand tu es dans notre groupe et tu tombes, on va essayer de te faire sortir et on met tout en disposition pour que le soldat Omolo ne reste pas dans la main de la dictature. Merci. Ce n'est le souhait de personnes ici sur AfroWeb TV ni à la diaspora aussi. Le souhait de tout un chacun de nous, c'est de faire voir encore notre frère compatriote Jean-Paul Omolo, invité dans notre émission Avis de la diaspora, venir défendre les causes panafricanistes. Monsieur Classioko Toglo, ANC, PNP et les autres, on n'a vu aucun communiqué pour l'heure, on n'a vu aucune démarche de leur part. Dans le passé, on savait que vous étiez l'un des bras droits, sinon un conseiller également, un des membres actifs de Tipi Achadam, du PNP. Et aujourd'hui, on ne voit aucun des signes du PNP, alors que Jean-Paul Omolo ne défendait seulement la cause, les causes donc de la DMK, mais défendait les causes de l'opposition togolaise. Pour ne citer donc que cela, il y a toute une pléiade de partis politiques qui font partie de l'opposition Togo, dont parlait Jean-Paul Omolo. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ces personnes, ou soit les membres de l'opposition, réagir par rapport à cette arrestation de Jean-Paul Omolo? Permettez-moi de jeter les fleurs à cette dame qui est devant moi aujourd'hui. Je tiens publiquement à dire à la DMK de protéger cette dame. Elle est très forte. Il faut qu'on le dise. Si on veut faire une politique de demain, il faudrait protéger. Elle est très forte par rapport à vos PM et autres que vous balancez sur les réseaux sociaux. Elle défend une cause. Et moi, je fais la promotion des femmes. C'est une des femmes que je trouve aujourd'hui, je découvre. Il faut la protéger. J'invite la FM Liberté de temps en temps à inviter cette dame à m'affronter sur cet écran. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Monsieur Classio répondait à ma question posée. Ok. Je vais répondre à votre question, mais avant d'en arriver au sujet de ANC-PNP, je vais répondre en rapport d'abord à certains intervenants. Premièrement, à Léandre Apo.
je voudrais dire que l'acharnement contre Agbeome Kodjo par le pouvoir en place ne doit pas vous étonner. Agbeome Kodjo est conseiller du président Faure Gnassingbé jusqu'en janvier 2020. Avant que Monseigneur Kodjo n'ait allé le détecter pour venir, bien sûr avec des subtilités que nous n'allons pas tout dire ici, et que tout ce qui se préparait dans le cadre des élections présidentielles de 2020 se faisait avec Faure Gnassingbé. Qui sait? On ne sait pas si c'est Faure même qui a lancé Agbeome Kodjo pour pouvoir jouer le jeu. Et à la dernière minute, je suis très content que Léon Apom et certains de la diaspora ont soutenu Agbeome à ne pas jouer le jeu. Aujourd'hui, Agbeome n'a pas accepté facilement sa défaite. Donc, l'acharnement contre Agbeome doit vous dire beaucoup de choses. Cela ne veut pas les opposants qui existaient sur le terrain et qui avaient participé des élections ont renoncé à la réclamation de leur victoire. Je ne connais aucun Togolais qui a participé aux élections présidentielles au Togo qui a abandonné la réclamation jusqu'à présent. Si vous voulez parler de Jean-Pierre Fabre, je dis, je répète, en tant que quelqu'un qui connaît la politique togolaise, que Jean-Pierre Fabre était dans la rue jusqu'en 2017, où Tipi est arrivé. Jean-Pierre Fabre était en voyage sur les États-Unis pour venir sensibiliser la diaspora togolaise quand Tipi a fait sortir ses canons. Et rapidement, le gars a abandonné sa tournée sur les appels pour retourner au Togo et supporter Tipi Achadam pour que nous puissions avoir ce que nous n'avions jamais vu dans les rues du Togo au moment où Dr Agbeome était à côté de Faure Gnassingbé pour tirer les ficelles vers l'avant, vers derrière. Monsieur Classio, répondez à ma question posée. Je vous pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'on ne voit pas Tipi Achadam. Il faudrait que nous précisions les choses. Oui, allez-y. Encore une minute, s'il vous plaît. Je vais profiter d'une minute pour pouvoir dire la vérité que de répondre à des futilités. Donc, ce gars est retourné au Togo et a fait tout pour que le peuple puisse réclamer la constitution de 1992 avec Tipi. Et on est parti au dialogue. Je ne connais aucun membre de la C14 qui a dit qu'il faut abandonner la lutte pour les élections. Aucun. D'ailleurs, les présidents qui nous ont proposé les élections législatives nous ont aidés. Ce que nous n'avions pas compris. Les activistes ont tiré sur les leaders et nous avons aujourd'hui raté ce qu'on appelle les élections législatives. C'est ça la vérité. Si il y a un parti politique encore au Togo aujourd'hui qui tient aux élections, c'est l'ANC. Il faut le dire. Et il continue dans ce sens. Il ne fait que briguer des postes, je dis bien les postes des élus. Je ne connais aucun membre de l'ANC qui a brigué les postes de nomination comme Agbeome Kodjo. Que ce soit... On ne vient pas juger, monsieur Classio ne vient pas juger, on ne vient pas porter préjudice également à aucun parti politique. Vous êtes un habitué à cette émission, monsieur Classio. J'ai un auditeur en ligne pour vous. Auditeur, bonjour. Oui, bonjour mon frère Moïse, Wadja qui revient. Allez-y, monsieur Wadja. Oui, j'ai combien de minutes s'il vous plaît? 2 minutes. Ok, merci beaucoup. Je voudrais d'abord répondre à votre question sur cette deuxième partie du débat concernant ce que fait l'opposition pour aider, le moins bien placé pour aider notre frère Jean-Paul à sortir de ses griffes. Moi, ma première, je vais donner mon point de vue personnel. Je pense qu'il appartient à une famille politique et ils connaissent, ils ont des gens de droit
qui connaissent bien la loi, qui connaissent les procédures judiciaires et certainement ils engagent de bons avocats pour pouvoir le défendre. Et que la défense doit se préparer en conséquence, fournir des preuves nécessaires et pouvoir libérer l'accusé. Deuxième chose, au même moment, nous savons que partout dans le monde, il y a toujours un parti au pouvoir, il y a une opposition. Même nous sommes aux États-Unis, même si on ne parle pas d'opposition ici, il y a toujours un parti qui est au pouvoir. Actuellement, les démocrates, il y a les républicains. Il y a plusieurs manières de revendiquer, de dénoncer les faits. Ce que je voulais en venir est que nous, en tant que jeunesse aujourd'hui, Togolais particulièrement, ces activistes qui sont sur les réseaux sociaux, on dénonce ou on insulte. Il faut mettre une nuance entre les deux choses. On peut toutefois dénoncer ce qui se passe dans notre pays qui n'est pas normal, proposer des solutions, mais laisser les injures. Mais lorsqu'on veut jumeler les deux, dénoncer et insulter à la fois, nous tous nous savons que la loi criminalise l'injure publique, l'injure à l'endroit d'une autorité. Que ce soit entre l'injure entre individus simples, la loi punit cela. Donc il faut savoir comment revendiquer, comment dénoncer les choses et éviter de se tirer certaines fruits. Également, on ne peut pas, dans un pays, que ce soit aux États-Unis, en Europe, partout, dire clairement ou ouvertement qu'un peuple doit prendre les armes pour pouvoir arracher le pouvoir. C'est un crime. Lorsque vous incitez les gens à prendre les armes, c'est un crime condamnable. Merci, monsieur Wadja. Mes frères qui sont sur le plateau, je vais finir tout de suite. Mes frères qui sont sur le plateau peuvent aussi me le dire. Ils sont aux États-Unis. Si quelqu'un parmi eux aujourd'hui incite les gens aux États-Unis à prendre les armes, tout de suite le FBI va atterrir dans leur maison. Merci, monsieur Wadja. Merci, monsieur Wadja. Merci, monsieur Wadja. Je voudrais préciser juste une question. Que proposez-vous en 30 secondes, concrètement, pour aider notre frère Jean-Paul Omolou pour sa libération? 30 secondes. Oui, ce que je propose, c'est le travail de sa famille politique, qui doit pouvoir faire un travail juridique. Monsieur Wadja, Jean-Paul Omolou ne fait pas seulement partie de la DMK, c'est également un Africain qui réside à la diaspora. Que doivent faire les Africains, la diaspora tout entière pour Jean-Paul Omolou? C'est ce que je veux savoir, en une phrase. Non, je ne peux pas avoir une réponse claire à cette question. Merci. Parce que je connais un peu le frère Jean-Paul Omolou, c'est sur les réseaux sociaux, je l'ai suivi, je le connais un peu, et je n'ai pas une réponse à donner à ça. Merci de nous avoir appelé, monsieur Wadja. Ça fait plaisir de vous avoir répété. Voilà. Merci à vous tous qui nous suivez également. Madame Mabel, et on a constaté que le docteur Agbeome Kodjo avait dit dans le temps, avait dit lui-même qu'on lui a proposé d'être le Premier ministre au Togo. Pourquoi ne pas accepter être Premier ministre au lieu d'avoir un gouvernement virtuel, un gouvernement où on a des ambassadeurs ou les ministres à les îles ou d'autres à l'extérieur du pays ou d'autres également qui sont à 2 pas de la prison? Répondez-moi en 1 minute s'il vous plaît, puisque nous sommes dans la dernière ligne droite de cette émission. C'est une question auquel on ne peut pas répondre en 1 minute. Pour nous qui connaissons très bien Dr Agbeome Kodjo, j'ai bien vu l'exposé de Classio, comment Classio essaie de repeindre la scène politique togolaise, essaie de repeindre Dr Agbeome Kodjo. C'est ce que nous devons arrêter de faire au Togo et voir les choses telles qu'elles sont. Des fois, on a dit qu'il faut enlever le masque et regarder la réalité. Et la réalité, c'est que ce n'est pas Dr Agbeome qui a sapé le travail de l'opposition togolaise en 2010 et en 2015. Non. S'il voulait saper le travail de l'opposition, c'est maintenant qu'il devait le faire.
être Premier ministre, avoir plein pouvoir. Et Dr Aguiome Kojo a été Premier ministre plus fort. Ce n'est pas maintenant. Donc, c'est quelqu'un qui a déjà... Tu sais, quelqu'un qui a goûté au pouvoir. Quand tu goûtes au pouvoir, tu sais l'impact. Et tu refuses, ça fait plus mal que quand tu n'as jamais goûté le pouvoir parce que tu ne sais pas l'impact que tu peux faire sur la vie des gens. Tout le monde sait ça. Donc, quelqu'un qui a déjà connu cette... est arrivé à ce niveau du pouvoir, qui a déjà fait la fonction du chef de Premier ministre et qui sait ce que ça peut lui ramener. Vous disiez qu'il était conseiller de force. S'il était Premier ministre, il allait même dormir sur le même lit que Faure. Faure va accepter, c'est son Premier ministre. Mais il a tout refusé. Il est rentré en exil et il fait un combat en exil avec des ministres d'exil. Donc, Monsieur Classio, arrêtez de repeindre les choses. Vivez le Togo. C'est votre manière de répondre également à ma question posée. Nous sommes là pour répondre aux interrogations de l'opinion publique et à nos questions sur AfroWeb TV. Et nous ne sommes pas là pour répondre à nos intervenants également. Quelquefois, c'est vrai qu'il faut rebondir, mais nous sommes dans la dernière ligne droite et c'est la dernière fois que je vous le dis, mesdames, messieurs. Nous sommes là pour trouver la solution et non pour mettre encore le couteau dans la plaie. Quelle est la solution que vous proposez? Que devons-nous faire? Que doit faire la diaspora? Les manifestations aujourd'hui suffisent-elles pour faire sortir, pour libérer Jean-Paul Omolou? Les cotisations suffisent-elles? Que doit faire la diaspora? Et quelle est la solution que vous proposez, Madame Mabel? Aujourd'hui, ce que nous voyons un peu ce que la diaspora fait pour soutenir Jean-Paul Omolou, parce que même ceux qui disent qu'il fait des lives, qu'il est un peu, il insulte un peu le gouvernement togolais, qui insulte beaucoup la population togolaise. La dernière fois, le ministre du TEL de l'Éducation nationale, vous avez vu ce qu'il a fait à presque plus de 1112 directeurs d'école. C'est insultant l'intelligence du Togolais. Donc, le gouvernement togolais insulte le Togolais depuis 63 ans. Et puis, on dit qu'un seul Jean-Paul Omolou a insulté un ministre. Et le ministre et la population togolaise, lequel est le plus important? Mettons la population togolaise devant. Aujourd'hui, regroupons-nous dans la diaspora et comprenons que si nous laissons Jean-Paul Omolou dans les mains de la dictature, nous sommes en train de vendre notre liberté d'expression. Ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, nous vivons dans des pays où nous sommes libres de nous exprimer. Nous parlons de ce qui est vrai. Nous disons ce qui est important pour éduquer nos populations. Mais Madame si Mabel, la libération de Jean-Paul Omolou, que proposez-vous? Que doit faire la diaspora? Que doivent faire nos compatriotes au Togo? Parce que le jour du jugement, le report que on nous a fait, qu'on n'a pas vu la population faire le déplacement, ni les partis politiques. Que doit faire maintenant, lorsqu'il est à 2 pas de la prison? Que doit faire la diaspora? Que doivent faire les partis politiques? Que doivent faire également les associations? C'est la question que je suis en train de dire. Si tu m'avais laissé faire mon intervention. Aujourd'hui, c'est ce que je dis. Les gens font des manifestations. Nous avons des GoFundMe que nous demandons à la population togolaise de cotiser. Nous avons des cash app, envoyez l'argent, cotisons, mobilisons-nous. La mobilisation a commencé, mais elle doit tenir pour que nous puissions libérer notre frère Jean-Paul Omolou de la dictature. Et secondo, les partis politiques. Aujourd'hui, ce n'est pas un problème de parti politique au Togo. C'est le problème d'un Togolais qui dit la vérité, qui dénonce ce que souffrent les Togolais, qui insulte ceux qui insultent notre intelligence depuis 63 ans. C'est ça dont nous devons voir. Laissons les partis politiques. Fabre dort chez lui à la maison. Je ne sais pas où se trouve Aguiome. Je ne sais pas où se trouve Tipi. Mais je sais où se trouve Jean-Paul Omolou dans les mains de la dictature. Libérons Jean-Paul Omolou. C'est le plus important maintenant. Merci. On a écouté également votre proposition. On va recevoir très rapidement le dernier téléspectateur pour cette émission. Auditeur en ligne, allô? Oui, rebonjour, oui. Monsieur Moïse Agbéga. Allez-y. Sur la question, qu'est-ce que doit faire l'opposition maintenant pour contribuer à la libération de M. Jean-Paul Omolou? Moi, ma réponse est très simple. Il faut qu'on oublie toutes ces manifestations de rue qui ne serviront à rien. Et vous voyez, même dans les procès ordinaires de corruption et autres là,
les deux avocats, que ce soit la partie de plaignant et l'autre là, se font des fois, ils voient le cas et ils parlent entre eux. C'est-à-dire ils font des négociations en amont et si ça ne marche pas, ils envoient le dossier devant le juge. Et actuellement, nous avons besoin d'une négociation plutôt que des manifestations. Aller prendre de grands avocats. Les gens oublient qu'on a jugé M. Luc Le Floch-Jean au Togo. On l'a mis en prison au Togo. Rien ne s'est passé. Le monsieur Afrique de F, on l'a jugé au Togo. Et oubliez ces histoires de manifestations-là. La libération de Umoru passera par des voies diplomatiques. C'est sûr. Sinon, quand on prend la charge qui perd sur lui, c'est une chemise qui sied actuellement à M. Umoru. Ça, il ne faut pas se voiler la face. Parce que nous ne voyons pas de la même manière les choses au Togo. Le gouvernement dit que les choses marchent bien. Et ils sont légales, c'est eux que la Constitution reconnaît pour le moment. Donc, au lieu de se manifester, de faire du bruit, on a tel avocat, et oubliez ça. Menons plutôt par les choses des négociations, même si on dit, que si tu négocies avec le pouvoir, tu prends et ça c'est mais on ne peut pas faire sortir au Molu de la prison sans négociation. Il faut miser plutôt sur les négociations et par voie diplomatique. Merci. Merci de nous avoir appelés. Vous êtes le dernier auditeur donc de cette émission. On croyait que Madame Mabel, qui réside du côté des États-Unis, allait organiser peut-être comme le font les autres dans les autres États, sur les autres continents en Europe, aussi organiser une marche pour dire de libérer Jean-Paul Omolou, mais on ne l'a pas vu encore organiser cela. Monsieur Classio, votre mot de fin pour cette édition et la solution que vous proposez, Monsieur Classio, pour la libération de Jean-Paul Omolou. Monsieur Moïse, je suis un peu déçu ce soir quand vous me retirez la parole et vous donnez plus de 30 minutes aux gens. Monsieur Classio, vous avez vous-même donné beaucoup plus de minutes à Madame Mabel, vous l'avez apprécié et autres, donc ce qui a fait que, mais de toute façon, nous sommes ensemble, on va toujours vous inviter pour d'autres émissions. Ok. La solution aujourd'hui pour la libération de Jean-Paul Omolou, c'est de passer par la négociation. Ne trompez pas aucun membre de la diaspora. Il faudrait que les gens qui connaissent bien le RPT UNIR, c'est-à-dire Dr Agblomé Kodjo, qui a des contacts bien précis, c'est-à-dire les gens qui nous ont présenté les candidatures de la FMI et autres, qui ont des contacts bien précis et qui vont à Lomé sans parler et ne disent rien. Nous voudrions parler de Monseigneur Kodjo, qui est un religieux. Même quand il a pris parti contre la dictature, je le salue, il a fait un bon boulot. Il faudrait qu'on passe par la négociation. Aucun avocat international, suisse, américain, qui que ce soit, n'aura aucune raison devant la dictature, la justice de la dictature au Togo. Si Omolou ne sait pas ce qu'il est en train de faire et il faut le libérer, il faut passer par la négociation. L'intervenant qui vient de passer tout à l'heure a donné des éléments très importants. Aucun parti politique, aucune mobilisation ne fera rien tant que mon ami Gilbert Bahara a pris la responsabilité de porter plainte contre Omolou. Rien ne se fera dans cette dictature. Je vous avertis et je vous le dis. Il faut passer par les négociations. Si vous m'envoyez, je ne vais pas réussir. Mais vous connaissez les gens qui peuvent aller et réussir. Et pour finir, je voudrais dire à mon frère Adja qu'il ne faut pas rester dans la diaspora pour tromper les peuples africains. En aucun cas, prendre les armes contre la dictature est un crime. J'ai fait le leadership
Je connais la transformation, je connais la transition, je connais tous les types de leadership. La dictature est bannie par toutes les institutions de la dictature. Et que la Guinée a pris les armes pour prendre le pouvoir et dégager la dictature. Le Mali a pris les armes pour prendre le pouvoir et dégager la dictature. Toute entité qui prend les armes peut dégager la dictature et sera saluée par n'importe qui. Ce n'est pas un crime. Je suis aux États-Unis, plus précisément à North Carolina. Vous êtes à Chicago ou bien dans un pays aux États-Unis, portez une plainte contre moi, je répondrai et je vais vous prouver avec mes avocats que ce n'est pas un crime. Merci, M. Classio. Merci, M. Classio, vous êtes responsable de ce que vous dites. Et merci à tous et à chacun de vous de nous avoir suivis pour ce numéro de votre émission Avis de la Diaspora. L'émission sera disponible dans quelques minutes sur notre chaîne YouTube. Merci à Madame Mabel Magrori, activiste politique et membre de la DNK qui nous a honoré de sa présence en ligne aujourd'hui pour son temps également. Merci à M. Classio Kotoglo, consultant politique, qui nous a dit également son lieu, là où il réside également du côté des États-Unis. Le seul souhait de toute la diaspora aujourd'hui, c'est de revoir également notre frère Jean-Paul Obolou. Et nous espérons que nos émissions traversent les générations, nos émissions touchent les cœurs. Et nous prions que Jean-Paul Obolou soit libéré. Merci à tous. C'était au micro, votre humble serviteur et à la réalisation, Moïse Agbenigan. Bonne suite de nos programmes sur Afro Web TV.